Bonjour, bienvenue dans la séquence 2 de la roche au sol. Cette vidéo peut être vue en une seule fois, mais peut être également séparée entre partie A et partie B. Nous allons donc commencer par la partie A, qui va traiter des roches, minéraux et éléments chimiques en particulier. Une roche est constituée de minéraux. Par exemple, ici nous avons une roche granite qui est constituée de trois types de minéraux, le mica, le quartz et le feldspath. Ici, un autre exemple de roche, un calcaire qui est constitué de deux minéraux, le CaCO3, aussi appelé calcaire au sens strict, et les argiles. Les minéraux sont constitués d'éléments chimiques. Ici, par exemple, nous avons un quartz qui est constitué de silice et d'oxygène. Ces deux éléments chimiques sont organisés en réseaux cristallins. Ils forment une structure régulière qui peut donc être définie par une formule chimique. Il y a quelques exceptions à cela, comme par exemple une lave. Les minéraux visibles à l'œil nu portent un nom particulier, on les appelle des cristaux. Ici, nous avons un cristal de quartz, rarement aussi joli évidemment dans une roche. Les autres éléments sont juste appelés minéraux. Donc ici par exemple, CaCO3 et argile, ce sont des minéraux qui ne sont pas visibles à l'œil nu, donc on les appelle juste minéraux. Les éléments chimiques, c'est ce qu'on appelle tout simplement des atomes. Ici, par exemple, nous avons une structure atomique avec de l'aluminium et entouré en rouge de l'oxygène. Si je zoome sur cet élément chimique oxygène, je vais retrouver ce que vous connaissez déjà, une structure avec un noyau et autour des électrons. Parlons un peu des éléments chimiques que l'on va retrouver dans le sol. Ici, nous avons les principaux éléments chimiques, silice, aluminium et oxygène. C'est l'oxygène qui est le présent en plus grande quantité. On retrouve également fer, calcium, magnésium, potassium dans la roche-mère et la matière minérale du sol. Il existe d'autres éléments, mais ils sont présents sous forme encore moins importante, donc on les retrouve très peu dans le sol et dans la roche-mère. Parlons des principaux minéraux à connaître. Nous allons commencer par ce qu'on appelle les minéraux siliceux. Ils sont formés principalement de silice et d'oxygène. Donc ici nous avons un quartz que nous avons bien reconnu, donc qui est formé de ce réseau cristallin de silice et d'oxygène que nous avons vu tout à l'heure. Les minéraux silicatés, eux, sont formés de silice et d'autres choses, donc en général dans le sol, de silice et d'aluminium. Ici par exemple le mica, qui est un cristal organisé en feuillets, très facilement reconnaissable, il a un effet de paillettes qu'on voit très bien à la lumière. Il est donc formé de silice et d'oxygène, mais aussi, comme nous l'avons dit pour les minéraux silicatés, d'aluminium et d'autres éléments. Ces autres sont très importants puisqu'ils contiennent par exemple le fer, le calcium et les autres éléments chimiques que nous avons abordés tout à l'heure. Les feldspaths, eux, sont des cristaux très communs qu'on retrouve très souvent dans les roches que nous allons rencontrer. On retrouve dedans silice et oxygène, et aussi aluminium, sont des minéraux silicatés toujours, et toujours ces autres éléments qui vont faire la richesse de leur composition. Les minéraux argileux, qui sont organisés en feuillets, eux ne sont pas visibles à l'œil nu. On les reconnaît parce qu'ils ont des propriétés particulières, mais on ne peut pas identifier un minéral argileux à l'œil. Nous n'avons pas d'assez bons yeux. On retrouve dans l'argile toujours silice, oxygène et aluminium, et ces autres éléments qui vont faire sa richesse. Parlons maintenant des minéraux carbonatés. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le calcaire au sens strict, qui est un minéral et non un cristal en général. Cela signifie tout simplement qu'on ne voit que rarement le calcaire à l'œil nu. Il y a quelques cas particuliers. Ce qu'on appelle la calcite, c'est un cristal de calcaire qui lui va être visible. On en verra sur le terrain. Donc on retrouve dedans des éléments comme le calcium, l'oxygène et le carbone. Ils sont donc bien différents dans leur composition des minéraux siliceux et silicatés. On parle de CaCO3 ou encore de carbonate de calcium pour ce calcaire au sens strict. Donc la notion de sens strict est liée au fait qu'il y a un sens large qui s'appliquera aux roches. Parlons maintenant des principales roches.
Les roches à gros cristaux sont celles qui se sont formées en profondeur, c'est-à-dire qu'une lave a solidifié, a refroidi lentement, ce qui a permis la formation de cristaux. Ici, nous avons un granit avec 3 types de cristaux visibles, sans organisation particulière. Donc en noir, ce qui est des petits éléments noirs, ce sont les micas que nous avons vus tout à l'heure. Donc ils forment des paillettes, on les distingue mal à cette échelle. Le quartz, les cristaux gris un petit peu. Et enfin les feldspaths, les cristaux rose-orangés qu'on reconnaît très bien ici. Donc ça c'est caractéristique d'un granit, ces 3 types de cristaux. Parlons maintenant des roches volcaniques. Elles se forment quand il y a une éruption de lave en surface, que ce soit dans les océans ou à l'air libre. Dans ce cas-là, la lave refroidit beaucoup plus rapidement qu'en profondeur, et on voit se former une espèce de pâte noire, que l'on appelle un verre volcanique, avec quelques cristaux dedans. Donc là, on a un exemple caractéristique de roche volcanique, le basalte, qui présente seulement quelques cristaux visibles. Donc ce verre noir tout autour, et des petites traces d'olivine et de feldspath. Parlons maintenant des roches en strates, c'est ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Elles vont se former en général au fond des océans ou des lacs. On en retrouve également en bord de rivières ou dans des zones d'évaporation importante de l'eau. Donc ces roches en strates, on parle classiquement du calcaire, il n'y a pas que celui-là, mais le calcaire, principalement composé du minérocalcaire, est une roche très classique. On a pour ce calcaire plus de 65% de CaCO3. Et on retrouve avec des argiles, mais également éventuellement d'autres éléments. A l'inverse, la marne, qui est en majorité formée d'argile, est aussi une roche sédimentaire. On voit bien les strates qui sont plus petites. Et on retrouve la même composition, mais il y a 35 à 65% d'argile, donc une majorité d'argile, et seulement le reste en calcaire. Donc la grande différence entre un calcaire et une marne, c'est tout simplement le taux de calcaire et d'argile. On a également dans les roches en strates le grès, qui est une roche à base de sable cimenté. Donc en général c'est du quartz, ce sable, et on a un ciment qui en général est tout simplement un ciment à base de silice. Donc ça fait une roche qui est extrêmement siliceuse puisqu'on a le quartz minérosiliceux et ce ciment à base de silice. Nous avons également des roches à cristaux organisés, qu'on dit métamorphiques. Ce sont tout simplement des roches qui sont passées par exemple entre des plaques terrestres et qui ont subi, sans être détruites, sans être fondues, des conditions de forte pression et de forte température. Il va donc y avoir une orientation, une transformation des minéraux d'origine. On appelle cela des lits ou encore des schistosités. Donc là, on voit par exemple ces grands traits sombres ou blancs qui correspondent à ces lits. Ici, nous avons un gneiss qui contient les mêmes cristaux que le granit, sauf que cette fois, les cristaux sont organisés en lits clairs et en lits sombres. On retrouve ici des micas en noir, du quartz en blanc-gris et des feldspaths un peu orangés. Donc là, on a quand même une organisation très visible des cristaux par rapport au granit, où tous les cristaux étaient désorganisés. Autre roche à cristaux organisés à connaître, le micaschiste, qui est une roche avec une foliation très marquée, c'est-à-dire qu'on voit très bien les lits avec plein de feuillets. C'est lié au fait qu'on a énormément de mica dans cette roche, d'où son nom, micaschiste. Et on retrouve également des argiles. C'est une roche qui a un aspect pailleté et brillant, donc elle se reconnaît facilement sur le terrain. Voilà pour la partie A. Nous allons maintenant aborder la partie B qui traite de l'altération de ces roches. Donc la roche-mère, c'est-à-dire la roche dont nous avons parlé, qui va former le sol, se désagrège et se transforme au contact de l'atmosphère pour donner un complexe d'altération. Ce complexe d'altération, c'est la base de la matière minérale du sol. Les propriétés du sol dépendent donc grandement de la nature et de la taille des éléments libérés. On a pour former ce complexe d'altération une première étape qui est la fragmentation de la roche-mère. C'est tout simplement une fracturation en blocs, une fragmentation en petits morceaux. Les agents qui jouent un rôle là-dedans, ce sont l'eau, et en particulier le gel, les températures, le chaud, le froid, et les racines qui peuvent jouer aussi un rôle dans la fragmentation de cette roche-mère. Donc là, on a juste des petits morceaux de la roche-mère tout simplement. Il peut également y avoir une transformation. Les minéraux de la roche-mère et du sol peuvent s'altérer chimiquement, se modifier pour donner de nouveaux minéraux.
Donc là, ici, l'altération chimique pour du mica, ça donne souvent de l'argile. Donc on a une transformation de nature. Les minéraux vont plus ou moins se transformer rapidement avec le temps et selon les conditions en un autre minéral. On retrouve différents facteurs qui jouent, par exemple la chaleur, un passage d'eau important, des acides, par exemple, qui vont faciliter cette altération chimique. Ce qui est sûr, c'est que plus la fragmentation de la roche est importante, plus il y a de surface d'échange pour les réactions chimiques, et donc plus la transformation des minéraux est rapide. Il peut y avoir également une dissolution. Les minéraux du sol peuvent complètement disparaître et libérer leurs éléments chimiques. Ici, on a un paysage caractéristique de calcaire qui a subi une dissolution. On voit que ça a comme fondu. Donc le calcaire au sens strict va se transformer par dissolution en Ca2+, l'ion calcium, et en HCO3-, l'ion carbonate. Les ions, ce sont des éléments qui sont en solution dans l'eau. Donc ça veut dire que l'eau va passer, dissoudre le calcaire et emmener ces éléments ion calcium et ion carbonate en général vers le bas et ils vont donc disparaître, ce qui laisse moins d'éléments dans le calcaire. On appelle ce phénomène la décarbonatation. Les résultats de l'altération, c'est qu'on va retrouver un complexe d'altération qui est formé de fragments de la roche-mère et de minéraux et de cristaux de tailles diverses. Les éléments grossiers sont définis par leur taille. Ils ont une taille supérieure à 2 mm. C'est ce qu'on appelle un volume inutile dans le sol. La plupart du temps, ils créent des contraintes plus ou moins importantes pour les végétaux. Le reste, c'est la terre fine. Donc la terre fine est constituée de sable, de limon et d'argile. Ce sont donc des minéraux d'une taille inférieure à 2 mm. Donc le sable, par exemple, on est entre 2 mm et 0,05 mm. On parle aussi de 50 micromètres. Les limons, c'est une taille en dessous, jusqu'à 0,002 mm, donc 2 micromètres. Et les argiles qui font moins de 2 micromètres, c'est-à-dire moins de 0,02 mm. On comprend bien pourquoi les argiles ne pouvaient pas être identifiées à l'œil nu. Donc voilà les résultats de l'altération de la roche. On va avoir un sol qui va être en partie constitué de matière minérale. Ici, on a purement de la matière minérale. Et dans cette matière minérale, on retrouve tout simplement les éléments grossiers et la terre fine. Voilà donc la relation entre la roche et le sol, avec cette altération, ces modifications, ces transformations qui vont nous amener à cette espèce de matériau meuble si important pour le développement des végétaux. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle est un peu dense, en particulier au début avec tout ce vocabulaire, tous ces noms de roches, de minéraux et d'éléments chimiques. N'hésitez pas à la revoir régulièrement. Il faut absolument que vous soyez capable d'identifier les différences entre les roches et surtout de ne pas confondre des termes qui sont des termes qui présentent des roches et des termes qui présentent des minéraux ou des éléments chimiques.